heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des ondes des radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat poursuit l'examen du budget 2020 et aujourd'hui place au budget des collectivités locales. Alors que la réforme de la taxe d'habitation ne passe pas auprès des élus locaux, on en parle avec le sénateur centriste du Cantal, Bernard Delcros, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Laurent Hénart, le maire de Nancy, président du mouvement radical, interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représenté ce matin par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes dans le Finistère pour parler retraite. Aujourd'hui, direction Brest, où un habitant sur 4 est retraité. Mais vous allez le voir, ces retraités sont loin d'être inactifs. Et puis enfin, dans le Club des territoires, on parlera d'agriculture, du malaise agricole, puisqu'Édouard Philippe a rencontré hier Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, c'est le principal syndicat agricole. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 4 décembre. Comme attendu, préparez-vous à une journée galère dans les transports. Demain, sur le rail, la SNCF annonce seulement 3% des TER et 10% des Transiliens et des TGV. Et le trafic sera quasi nul sur les intercités. Dans les airs, la Direction générale de l'aviation civile annonce 20% de vols annulés sur le territoire. Air France prévoit, elle, l'annulation de 30% de ses vols intérieurs. 107 tombes profanées dans le cimetière juif de Westhofen, près de Strasbourg. Des croix gammées ont été dessinées sur les tombes. Pour Emmanuel Macron, les juifs sont et font la France. L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons, dit-il. Christophe Castaner dénonce des actes abjects et répugnants, une injure aux valeurs de notre République. Et le Parlement a adopté hier le budget de la sécurité sociale pour 2020, malgré les vives critiques de l'opposition sur le plan hôpital, jugé insuffisant. Loin de résorber le trou de la Sécu, ce budget le creuse à 5,4 milliards, dû notamment aux mesures liées à la crise des Gilets jaunes. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu du Cantal, siège dans le groupe Union Centriste. Bonjour Bernard Delcros. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler bien sûr longuement des collectivités, puisque vous êtes l'un des spécialistes de ce sujet au Sénat. Mais d'abord, cette réforme des retraites, vous l'avez entendu, c'est un jeudi noir qui s'annonce demain dans les transports. Est-ce que vous soutenez le mouvement? Est-ce que vous comprenez ces grévistes? Alors, déjà, c'est un sujet extrêmement sensible et extrêmement important et toutes les réformes qui ont eu lieu au fil du temps ont généré de l'inquiétude, des mouvements. Les Français s'expriment. Ils s'expriment dans le droit, avec le droit de grève, le droit de manifester. Donc, je comprends cette inquiétude, tellement le sujet est important. Et puis, tellement ce bien commun qui est le système par répartition, qui est un système de solidarité, où les actifs cotisent pour les retraités. Et ce bien commun est tellement précieux que c'est normal qu'il y ait d'inquiétude, c'est normal que les Français s'expriment et je pense qu'ils doivent être entendus. Après, les choses doivent-elles rester figées? Bien entendu, non. Alors, vous comprenez l'inquiétude, mais vous comprenez les grévistes, vous comprenez les blocages qui vont avoir lieu demain? Alors, le droit de grève et le droit de manifester est un droit fondamental de notre République et évidemment, je respecte ce droit et je trouve normal que les Français s'expriment à cette occasion. Ensuite, il y a des craintes de débordement, on parle de casseurs, qui est un autre sujet évidemment sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Alors ensuite, l'inquiétude, je la comprends, c'est normal que les Français s'expriment. En même temps, ce système auquel on tient ne peut pas rester figé. D'ailleurs, il évolue dans le temps. Et il faut qu'on arrive à trouver un équilibre, il est fragile, entre d'un côté le montant des cotisations, d'un autre côté l'âge de départ en retraite dans une société où la durée de vie s'allonge, et puis de l'autre le montant des retraites. C'est cet équilibre qu'il faut trouver, en tenant compte aussi des spécificités des métiers. Il faut un système universel en quelque sorte pour tout le monde et en même temps il faut tenir compte des spécificités des métiers, de la pénibilité des métiers, de la responsabilité des métiers. Donc pour aussi. vous, on l'a bien compris, il faut une réforme. Est-ce qu'il faut cette réforme? Alors, je pense que la réforme n'est aujourd'hui pas aboutie et qu'il faudra arriver à trouver un équilibre, à la fois entendre les inquiétudes des Français, faire preuve de responsabilité parce que le système ne peut pas rester figé, donc il faut faire aboutir cette réforme. Je pense qu'une réforme est nécessaire, je pense qu'il faut poursuivre la concertation et je pense qu'il faut que tout le monde fasse preuve de responsabilité.
Tout le monde, c'est-à-dire y compris l'opposition politique et parlementaire? Je pense le gouvernement est à la manœuvre, hein, c'est son rôle. Je pense que chaque catégorie socio-professionnelle doit aussi faire preuve de responsabilité pour faire évoluer le système qui aujourd'hui n'est pas complètement juste et équitable. Je ne remets pas en cause le système par répartition, mais je viens d'un département, le Cantal, qui est un département très agricole. Quand on voit que la retraite des agriculteurs est en moyenne à 700 € par mois, on voit bien que ce système n'est pas équitable, n'est pas juste et ne peut pas durer. Donc il faut le faire évoluer. Et puis, il faut aussi évidemment que tous les parlementaires, et je ne suis pas inquiet là-dessus, tout groupe confondu, fassent preuve de responsabilité par rapport à ce sujet. Et l'enjeu est quand même important. L'enjeu, c'est de préserver dans la durée un système qui est fondé sur la solidarité en le faisant évoluer pour s'adapter à l'évolution des métiers. Allez, puisque vous parlez des parlementaires, on va passer de ce qui se passe au Sénat. Hein. On va parler de ce qui se passe au Sénat. Le Sénat qui examine en ce moment le budget 2020 et aujourd'hui, sera examiné le budget des collectivités territoriales. On en parle avec Tam Trani. Bonjour Tam. Bonjour Oriane, bonjour Bernard Delcros. Bonjour. C'est donc le budget des relations avec les collectivités territoriales qui sera examiné. Il sera bien sûr d'abord question de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Et oui, pas moins de 27 pages consacrées dans le projet de loi de finances 2020 à l'article sur la taxe d'habitation. D'abord, cela confirme le calendrier de la suppression de la taxe d'habitation pour les contribuables. En 2020, il va y avoir 80% des foyers fiscaux qui ne vont plus payer la taxe d'habitation. Et puis pour les 20% qui restent, regardez le calendrier, moins 30% en 2021, moins 65% en 2022. En 2023, ils ne paieront plus rien du tout. Ça sera donc la fin de la taxe d'habitation. Alors ça, c'est pour le verre à moitié plein, en tout cas pour les contribuables. Hein. Côté verre à moitié vide, il est question d'un manque à gagner pour les collectivités territoriales. Ah mais pas d'inquiétude, hein, Oriane, le gouvernement le clame sur tous les tons. La compensation va prendre la forme, je le cite, d'une ressource dynamique, pérenne et juste avec une compensation à l'euro près. Le secrétaire d'État Olivier Dussopt ne cesse de le répéter. Mais les promesses, Bernard Delcros, n'engagent que ceux qui les entendent. Alors on va quand même vérifier le mécanisme. En compensation, les communes vont percevoir la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui était jusque-là la principale ressource des départements. Et les départements, ils vont percevoir en compensation une part de la TVA. Voilà, ça c'est les grandes largeurs du mécanisme, mais ça ne satisfait pas du tout, mais alors pas du tout les collectivités. Hein. Et oui, effectivement, François Baroin, d'ailleurs, lors du Congrès des maires, n'a pas manqué d'interpeller Emmanuel Macron à ce sujet. On l'écoute. Vous avez décidé de supprimer un impôt qui ne vous appartient pas. Et je le dis d'autant plus volontiers que André Léniel et moi-même, nous avons appartenu à des gouvernements qui ont fait exactement la même chose. Bon, certes, tous les gouvernements l'ont fait, mais les élus locaux sont quand même furieux. Outre les maires, les départements aussi hurlent face à un dispositif qui nie le principe d'autonomie financière. Et puis, ils craignent aussi qu'en temps de crise, ils y perdent. Le mécanisme, il est assez simple. Crise égale moins de consommation, égale moins de TVA. Du coup, le gouvernement a sorti un amendement de derrière les fagots il y a quelques semaines. 250 millions d'euros, une enveloppe destinée aux départements les plus fragiles et à ceux dont les dépenses sociales progressent le plus. La réponse des départements ne s'est pas fait attendre, ce n'est pas du tout suffisant. Nous dépensons 11 milliards pour les allocations individuelles de solidarité et pour les mineurs non accompagnés. Bref, le compte n'y est pas. Et il y a un autre sujet important pour les collectivités, c'est la révision des valeurs locatives. Effectivement, car initialement, le gouvernement prévoyait un gel de ces valeurs locatives qui servent de base de calcul à la taxe d'habitation, ce qui signifiait une perte de recettes d'environ 250 millions d'euros pour les collectivités. Finalement, à l'Assemblée, il a été décidé une revalorisation en 2020 de 0,9%, ce qui signifie quand même une petite mauvaise nouvelle pour les 20% de ménages qui paient encore la taxe d'habitation. Ça fait quand même une augmentation de 1%. Et voilà, merci beaucoup Tam, on vous retrouve tout à l'heure. Est-ce que la réforme de la taxe d'habitation, c'est une mauvaise réforme, Bernard Delcros ? Alors, la réforme de la taxe d'habitation, au total, quand elle sera entièrement supprimée pour tous les ménages, c'est environ 22 milliards d'euros. Et évidemment, se pose la question de la compensation aux collectivités. Cette réforme de la taxe d'habitation a soulevé, à juste titre, beaucoup d'inquiétudes chez les élus locaux. Pourquoi ? Parce qu'on n'en est pas à la première réforme de la fiscalité locale. Et que toutes les réformes qui ont eu lieu
jusqu'à aujourd'hui, tout gouvernement confondu, même si au moment où la réforme a été décidée, la compensation à l'euro près ou au franc près avant a été bien réelle, on s'aperçoit qu'au fil du temps, les montants des compensations n'ont pas suivi les évolutions des prix et finalement se traduit aujourd'hui par une perte de recettes annuelle de 2,5 milliards d'euros pour les collectivités locales. Donc les élus locaux, ils ont été échaudés. C'est pour ça qu'ils ont été inquiets. Alors, cette réforme a une différence fondamentale avec les précédentes. C'est que dans les réformes précédentes, je vais essayer de le faire simple parce que c'est des sujets un peu techniques, on a compensé une perte de recettes fiscales par une dotation prise sur le budget de l'État qui, au fil du temps, a diminué. Dans cette réforme-là, on remplace une recette fiscale par une nouvelle recette fiscale. En cela, la réforme est positive, puisqu'on remplace une recette fiscale par une nouvelle recette fiscale qui suivra évidemment la dynamique. Donc on assure finalement aux collectivités une recette pérenne et dynamique sur la durée. C'est plutôt une bonne chose. Ensuite, il y a 3 catégories de collectivités. Les communes vont percevoir le foncier bâti transféré des départements. Donc, on va remplacer dans les communes une recette fiscale de taxe d'habitation par une recette fiscale de foncier bâti. C'est plutôt positif pour les communes. Se pose ensuite la question des départements, où on remplace une recette de fiscalité locale, le foncier bâti, par une part d'impôt national qui est la TVA. Ce sujet est beaucoup discuté. Les départements considèrent que c'est une perte d'autonomie fiscale, ce qui est vrai. En même temps, je considère, moi qui suis élu d'un département, vous le savez, qui ne connaît pas une croissance démographique importante, je considère qu'une part d'impôt national est un mécanisme qui est péréquateur. Voilà. Donc, si on vous suit bien, il n'y a pas de raison pour les élus locaux d'être inquiets et de s'affoler. Cette réforme est plutôt sécurisante pour les finances locales. Par contre, il y a un certain nombre de corrections à apporter, que nous avons d'ailleurs apportées au Sénat, pour assurer cette recette dans le temps. La première, c'est garantir, quelle que soit l'évolution de la TVA au niveau national, que les départements n'auront pas une recette qui, dans 5 ans, dans 10 ans, diminuerait. Donc nous avons voté cet amendement au Sénat. Il y a un deuxième sujet qui a été évoqué tout à l'heure, qui est l'année de référence pour la taxe d'habitation, la compensation de la taxe d'habitation pour les communes. L'année de référence, ça sera les bases de 2020. Oui, mais à condition que ces bases de 2020 soient revalorisées dans le droit actuel. Donc le projet de loi initial ne prévoyait aucune revalorisation. L'Assemblée nationale a voté une revalorisation à plus 0,9. Nous considérons que ça n'est pas assez. Et au Sénat, donc, nous avons voté un amendement pour qu'il y ait une revalorisation qui tienne compte du mécanisme actuel. Mais si on vous écoute bien, ce n'est pas la réforme qui est mauvaise en soi, ni les mécanismes prévus de compensation, c'est plutôt qu'il faut garantir la pérennité de cette réforme et la pérennité d'une compensation. C'est ça. Le principe général qui consiste à remplacer une recette fiscale par une autre recette fiscale est un bon principe. C'est la première fois qu'une réforme fiscale s'appuie sur un principe qui est aussi sécurisant pour les collectivités. Par contre, il y a quelques ajustements à faire pour assurer aucune perte pour les collectivités, notamment l'année du transfert. Voilà, donc globalement ça va. D'ailleurs, je voudrais ajouter que la réforme qui est proposée par le gouvernement est à peu de choses près, correspond à peu de choses près aux propositions faites par la Commission des finances en 2018, puisque nous avions créé un groupe de travail, et la Commission des finances avait fait des propositions pour anticiper la réforme de la suppression de la taxe d'habitation. Donc on est à peu de choses près sur les propositions du Sénat. En revanche, je le redis, il y a quelques points bien précis qu'il faut régler pour garantir, pour sécuriser complètement les recettes des collectivités dans le temps. On a bien compris. Alors les élus locaux qui sont néanmoins en colère contre cette réforme, on a vu sur les images Emmanuel Macron qui est venu mi-novembre au Congrès des maires s'adresser aux maires. Est-ce que ces déclarations d'amour suffisent? Est-ce que vous sentez un changement dans les relations entre l'exécutif et les élus locaux? Oui, je pense qu'il y a une confiance à renouer, mais comment dire... C'est encore à renouer ou elle a été renouée ces derniers temps? Je pense qu'elle est en train de se renouer. Mais je le redis, c'est normal. L'inquiétude des élus locaux est normale parce que on n'en est pas à notre coup d'essai. Regardez, les réformes fiscales se sont traduites par des pertes par le passé, par des pertes de recettes pour les collectivités. La baisse de la DGF entre 2014 et 2010. La dotation globale de fonctionnement. La dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux collectivités, qui permet de fonctionner dans les collectivités locales.
a subi une baisse considérable entre 2014 et 2017. Et donc les élus, les maires, les élus locaux sont aujourd'hui extrêmement, attentifs à ce qui va se passer. Et donc ils sont en veille et ils sont inquiets. Mais je le redis. Et ils ont raison d'être inquiets. Ils ont raison d'être inquiets. En même temps, je veux le dire, parce que c'est la réalité, cette réforme fiscale est la première réforme qui sécurise autant les recettes des collectivités. Et je pense que tout ceci peut être de nature à renouer la confiance entre l'exécutif et les élus locaux. Un mot sur la ruralité, hein, c'est un sujet que vous connaissez bien évidemment en tant qu'élu du Cantal. Édouard Philippe a présenté un agenda de la ruralité, c'était il y a quelques semaines avec plusieurs mesures. Est-ce que vous diriez que les problèmes spécifiques à la ruralité sont correctement pris en compte par ce gouvernement ? Alors, je pense qu'il y a une volonté du gouvernement de vraiment prendre en compte les sujets de la ruralité, mais je pense qu'au-delà des intentions, maintenant, il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut inverser complètement le regard que l'on porte sur la ruralité et du coup les politiques en faveur de la ruralité. Arrêter de considérer, comme ça a été trop souvent le cas, considérer la ruralité comme étant des territoires en difficulté, des territoires à handicap qu'il faudrait assister, mais plutôt miser sur la ruralité pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. Donc maintenant, il faut passer aux actes. Hier, nous avons voté le budget de la cohésion des territoires. Au Sénat, nous avons voté plusieurs amendements pour améliorer le texte qui était proposé. Par exemple, sur la prime à l'aménagement du territoire, qu'il faut absolument maintenir, alors que le projet de finances le prévoit à la baisse. Par exemple, sur l'ingénierie, c'est-à-dire les ressources humaines, aider les collectivités rurales à monter en compétences pour pouvoir porter leur développement. Il y a l'avenir des zones de revitalisation rurale sur lesquelles, vous le savez, je suis investi. Voilà quelques sujets très concrets sur lesquels maintenant il faut qu'on avance pour donner à la ruralité, pour lui permettre de jouer tout son rôle dans la société française de demain qui a besoin de sa ruralité. Je veux le redire, on ne répondra pas aux enjeux de la société, aux enjeux de transition énergétique, aux enjeux écologiques, aux enjeux de cohésion sociale, de cohésion nationale, sans donner à la ruralité les moyens de jouer ce rôle pour répondre à ces enjeux. Allez, Bernard Delcros, justement, on va se rendre dans une rédaction locale. Hein. Aujourd'hui, direction Poitiers. On va retrouver nos partenaires de la Nouvelle République. Bonjour Baptiste Bise. Bonjour Oriane. Merci d'être avec nous, responsable départemental de la rédaction de la Nouvelle République. Et vous allez nous parler de cette journée de mobilisation prévue demain contre la réforme des retraites. Et vous avez des conseils pour vos lecteurs. Oui, tout à fait. On fait un état des lieux à la veille de cette grande journée de mobilisation dans les éditions de la Vienne, de la Nouvelle République et de Centre Presse ce matin. Un tour d'horizon des perturbations à attendre demain. Premier enseignement, la grève de demain sera très suivie dans les transports. Tout d'abord, pas ou très peu de bus de ville dans des villes comme Châtellerault ou Poitiers dans la Vienne. Aucun TER dans l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, où la SNCF annonce qu'elle mobilisera 300 autocars de compensation. Côté TGV, seulement 4 allers-retours sont prévus demain entre Paris et Bordeaux. Donc vous voyez, transport noir. Grève très suivie également dans l'éducation. Aucun enseignant demain dans plus de la moitié des 325 écoles du département de la Vienne. Au total, 70% du corps enseignant et des agents de l'éducation comptent faire grève demain. Distribution du courrier devrait également être perturbée dans la Vienne et même au-delà, puisque les syndicats annoncent un piquet de grève à l'entrée du centre de tri régional de Migny-Ausence, dans la banlieue de Poitiers. L'Ordre des avocats de Poitiers, de son côté, prévoit une journée justice morte, avec une grève totale de toute activité judiciaire et juridique. Quant aux policiers de Châtellerault et de Poitiers, ils manifesteront leur opposition eux aussi à la réforme et plus largement leur découragement en organisant un blocage symbolique des commissariats demain. Mais pour eux, pas question de défiler, c'est ce que nous explique leur syndicat, car les effectifs seront mobilisés pour assurer la sécurité des cortèges demain. Enfin, dans une ville comme Poitiers qui compte 30 000 étudiants, on ne peut pas oublier la grève à l'université. La fac des sciences humaines au centre-ville, par exemple, sera bloquée très tôt demain matin. Les mots d'ordre dépassent là aussi la seule réforme des retraites, puisqu'il est aussi question de précarité étudiante et d'accueil des étudiants étrangers. Là comme ailleurs, il s'agit d'un appel illimité à la grève. Le mouvement pourrait donc durer. Baptiste, on voit, c'est un jeudi noir qui s'annonce. Est-ce que vous pensez que ce mouvement peut durer ? C'est en tout cas ce que nous annoncent les syndicats, que ce soit à la Poste, à la SNCF ou les étudiants à la fac. Donc oui, ça semble être un mouvement qui pourrait s'inscrire dans la durée. On va parler d'un autre sujet, Baptiste, puisque vous consacrez également un dossier à une étude qui a été publiée et qui prévoit, alors rien de moins, que la submersion du marais Poitevin d'ici 2050.
Tout à fait, nous publions ce matin dans nos éditions des Deux-Sèvres ce matin 2 pages sur cette étude américaine qui nous prédit un scénario catastrophe. Alors localement, le risque, il n'est pas nouveau. On sait que le marais Poitevin, il se trouve sous le niveau de l'océan Atlantique à marée haute. On sait aussi que les hommes ont conquis ces terres sur les mers au fil des siècles et qu'une montée du niveau de l'eau pourrait totalement redessiner le littoral. Bon, c'est sans compter quand même sur les aménagements qui sont réalisés le long du littoral, en Charente-Maritime. Un plan d'action a été mis en œuvre après la catastrophe de la tempête Xynthia, c'était il y a bientôt 10 ans. Donc des digues ont été construites, notamment sur l'île de Ré. Et à La Rochelle, des digues gonflables qui se remplissent d'eau ont été testées pas plus tard que la semaine dernière. Alors pour finir sur une note positive, les spécialistes que nous interrogeons et à qui nous donnons la parole ce matin dans les éditions de la Nouvelle République des Deux-Sèvres nous expliquent surtout qu'il est encore temps de changer le cours des choses si nous modifions nos comportements et si nous réduisons très fortement la production globale de gaz à effet de serre. Donc un port de pêche à Niort, ce n'est pas pour demain, et le marais Poitevin, on va le dire, a encore de beaux jours devant lui. Ah, vous nous rassurez, tout n'est pas perdu, Baptiste. On va regarder ensemble vos 3 unes. D'abord, la une de Centre Presse. Qui fera grève dans la Vienne? C'est à la une de Centre Presse, la une de la Nouvelle République. La Nouvelle République Vienne, retraite. Que sait-on vraiment de la réforme? Et puis la Nouvelle République des Deux-Sèvres, vous nous en parliez bientôt, la mer aux portes de Niort. Voilà pour vos 3 unes. Merci beaucoup Baptiste d'avoir été avec nous ce matin. Bernard Delcros, on va maintenant passer à votre revue de presse, la revue de presse du côté du Cantal. C'est avec Tam qui revient. Et Tam, on commence par la montagne. Oui, la montagne qui consacre un article à la fermeture du guichet de la gare de Saint-Flour où les usagers désormais font face, vous le voyez, face à une gare fantôme où passent 2 TER par jour. L'occasion pour la montagne de réaliser un reportage pour parler de ce qui remplace aujourd'hui ces guichets. Alors ce qui les remplace, c'est notamment cette boutique mobile qui est accessible seulement 2 fois par semaine. Il y a aussi des systèmes comme la borne libre service accompagné, mais cela a été testé. Si vous n'avez ni mail ni smartphone, ce n'est pas possible. Ou encore le système Mobiléo, seulement accessible avec une carte bleue. Mais il y a une petite lumière au bout du tunnel, nous explique l'article. C'est qu'avec le remplacement à la tête de la SNCF de Guillaume Pépi par Jean-Pierre Farandou, peut-être que les négociations sont rouvertes. Ça vous fait réagir? Ça serait une bonne chose, Bernard Delcros? Oui, bien sûr, parce qu'à travers le cas du guichet, se pose la question de l'avenir de ces petites lignes. Et le département du Cantal, d'ailleurs, est couvert par un ensemble de lignes de petites lignes, mais un réseau assez important. Il y a évidemment Saint-Flour, mais il y en a d'autres du côté d'Aurillac. Et donc, je pense que concernant ces lignes de chemin de fer et ces petites lignes, je pense qu'il serait opportun que l'État mette en place une stratégie et une politique de rupture avec ce qui s'est passé ces 50 dernières années, où peu à peu, on a abandonné le chemin de fer au profit de la route, du transport routier de marchandises et des voitures. Et je pense qu'on a la chance d'avoir, dans le Cantal, plus généralement dans le Massif central et en France, on a la chance d'avoir un réseau de chemin de fer extrêmement important. Donc on a le foncier, on a les infrastructures qui demandent bien sûr à être entretenues et modernisées. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ce réseau pour mettre en place une stratégie de développement du transport ferroviaire. Ça vaut pour le fret comme pour les transports routiers, parce que là aussi, les enjeux ont évolué. Oui. Aujourd'hui, on est sur des enjeux de réchauffement climatique. Il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas continuer à développer le transport routier et à stopper le transport en chemin de fer qui, lui, répond aux enjeux de l'écologie. Donc, je pense qu'il faut une rupture et je serais vraiment heureux si le nouveau responsable arrive, si les négociations sont ouvertes, pour redonner une seconde vie, en quelque sorte, à ces petites lignes qu'il faut absolument maintenir. Et puis, du coup, se pose la question des guichets et de la déshumanisation, en quelque sorte. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre le numérique qui est arrivé, qui ouvre de nouvelles possibilités, mais aussi la présence humaine, le contact humain, parce que l'humain doit rester quand même au cœur de notre action. Il y a peut-être une lumière au bout du tunnel. On suivra ça. On poursuit avec la une de la Nouvelle République. Oui, la Nouvelle République avec cette nouvelle qui, de première vue, fait plutôt sourire. Un éleveur bovin condamné à payer 8 000 € à ses voisins pour nuisance olfactive. En clair, parce que ses vaches
elles sentent, elles puent, tout simplement. Bon, c'est la fin d'un long combat judiciaire pour cet éleveur, quand même 6 ans de combat judiciaire. Et réellement, ça fait beaucoup moins sourire quand on voit que cela résonne aussi avec les mobilisations aujourd'hui des agriculteurs qui parlent de leurs problèmes d'agri-bashing aujourd'hui. Puis ça résonne aussi avec ces autres affaires dont on a beaucoup entendu parler, qui font rigoler comme ça, mais pas tant que ça, sur ces affaires de coqs trop bruyants pour lesquels il y a eu un certain nombre de personnes qui ont également été condamnées à payer des amendes. Bref, en France aujourd'hui, il ne faut pas crier trop haut cocorico. Et pourtant, les animaux, ça fait quand même partie de ces joies de la campagne, Tam. Et une bonne nouvelle quand même, le très haut débit pour les Cantaliens. Et oui, un temps d'avance pour le Cantal. Le Cantal était déjà plutôt en avance sur le plan très haut débit, mais on nous annonce avec Actu Cantal que ce sera le très haut débit pour tous les Cantaliens d'ici 2022. Très exactement, quand on lit l'article, pour 92% des habitants du Cantal d'ici 2022. Allez, pour terminer, on va faire un tour à Allanche. Et oui, Allanche, que vous connaissez bien, Bernard Delcros, où la montagne est allée prendre la température. Alors, la température sur le marché, il ne fait pas très chaud, il fait -4. Et dans le cœur de certains habitants, il ne fait pas très chaud non plus. Regardez, les habitants d'Allanche, ils sont entre pessimisme et fierté. Côté pessimisme, regardez ce que dit Marie-Thérèse, la vie est triste ici, il n'y a pas beaucoup d'animation. Et Daniel, il dit, le village est mort, avant il y avait plein de petits commerces, aujourd'hui même les maisons sont toutes fermées. Bon voilà pour le côté un petit peu froid et triste, mais regardez, si vous allez au bistrot du coin, au Mercure, eh bien le mercure remonte. À Allanche, tout va bien. Quand on a des jeunes bistrotiers comme ça, tout ne peut qu'aller, entend-on dire. Donc au Mercure, un petit peu de soleil quand même du côté d'Allanche. Merci beaucoup, Tam. Vous connaissez bien Allanche, hein? Oui, je connais bien. Alors si je peux dire un mot sur les 3 sujets que vous avez évoqués. Il vous reste 1 minute pour tout vous dire. Allez-y. Sur l'agriculture. L'agriculture traverse une crise très grave, crise économique et crise de confiance. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut vraiment prendre ce sujet tout à fait au sérieux et mettre en place un grand projet, une grande politique agricole pour redonner de la confiance aux agriculteurs et puis surtout pour leur redonner les moyens de vivre de leur travail. Sur le très haut débit, effectivement, le Cantal est en avance et j'en suis très heureux parce que l'arrivée du numérique qui aurait dû réduire finalement les fractures territoriales a d'une certaine façon été une ouverture, mais en même temps a créé de nouvelles fractures territoriales et sociales. Donc il faut avancer sur ce sujet et on avance. Et enfin sur Allanche, je connais évidemment très bien ce secteur. C'est un secteur magnifique qui a beaucoup souffert des restructurations agricoles qui ont traversé le XXe siècle. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique autour de ce territoire qui possède des atouts et des qualités qui correspondent aux attentes de la société du XXIe siècle, un très fort patrimoine, une qualité de vie exceptionnelle et des paysages remarquables. Donc j'ai confiance dans Allanche et je connais très bien le Mercure avec les 2 jeunes qui ont ouvert ce café et qui donnent vraiment une dynamique à ce territoire. Et vous avez presque tenu la minute. Merci Bernard Delcros. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans 2 minutes. C'est l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Laurent Hénard, maire de Nancy, président du mouvement radical. Il est avec nous. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait d'Allons plus loin. Hier, Rebecca Fitoussi est revenu sur le malaise agricole. On en parlait à l'instant, Bernard Delcros, puisqu'en début de journée, hier, Édouard Philippe a reçu Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole. On regarde cet extrait d'Allons plus loin. Je ne retrouve pas dans le budget les actes qui correspondraient à un accompagnement dans la transformation du modèle agricole. Je ne retrouve pas ça. J'attends des actes. On a en proposition quelques points de révision sur la loi Egalim. Certains d'ailleurs en opposition avec la FNSEA, mais pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. J'attends que le gouvernement les prenne. Nous avons, avec Jean-Noël Cardou, voté et déposé, en accord avec le gouvernement d'ailleurs, il y a quelque temps, une loi sur le délit d'entrave pour lutter contre l'agribashing ou l'entrée de personnes à l'intérieur des exploitations agricoles. Je ne le vois pas inscrit à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que ce sont des signes ce matin qui ont été promis, qui vont avancer? Eh bien, écoutez, je l'espère. Henri Cabanel, quel est votre point de vue? On a des engagements forts de la part d'Édouard Philippe. La FNSEA nous le dit, ce gouvernement ne ratifiera pas le Mercosur. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret, effectivement. Mais ça faisait un moment qu'il l'avait annoncé. Ouais. On peut se réjouir du dialogue. Effectivement, je pense que le gouvernement doit être davantage à l'écoute. Que ce soit au niveau du Parlement d'ailleurs, parce que souvent on a eu quelques prémices de ce qui allait se passer, mais on ne nous écoute pas toujours, et bien sûr des professionnels. Donc il faut se réjouir de ce dialogue, de cette écoute.
Dommage qu'il faille attendre que les agriculteurs manifestent pour après les écouter. Je pense qu'une démarche inverse aurait été la bienvenue. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et je partage le sentiment de la présidente, Mme Sophie Primas. Maintenant, il faut falloir des actes. Ouais, vigilance, quoi, Jérémy Deserle. Vous êtes des deux côtés, alors vous êtes ancien JA, vous êtes maintenant du côté de la Macronie. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas nouveau, qu'il faut que les agriculteurs mettent un peu de pression pour que le gouvernement, d'ailleurs, c'est le cas dans toutes les professions. Voilà, si c'était que les agriculteurs encore, mais là, c'est pour tout le monde. Hein. C'est dommage. Le gouvernement. Au moins, ils ne cassent pas. Je pense que voilà, cette habitude-là, pour l'instant, n'est pas forcément cassée, mais il y a en tout cas une volonté d'écouter les agriculteurs. Et effectivement, vous l'avez dit, au niveau européen, je pense qu'il y a surtout nécessité à ce qu'on puisse amener un maximum de cohérence, pas que sur la prochaine politique agricole commune qui va être en discussion, mais je pense sur finalement la vision aussi agricole, la vision alimentaire et la vision aussi économique, et puis ce qu'on décide ici en France. Notre invité politique ce matin, c'est Laurent Hénart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Nancy, président du Mouvement Radical. Merci d'être avec nous ce matin. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Ariane, bonjour Laurent Hénart. On va commencer par cette actualité, Laurent Hénart. 107 tombes profanées hier dans le cimetière juif de Wechthofen, c'est près de Strasbourg. Des croix gammées ont été dessinées sur ces tombes. Quelle est votre réaction ? Évidemment, la condamnation la plus ferme. Ces actes antisémites qui ont quand même beaucoup augmenté en France depuis 3 ans. C'est pas seulement un vécu ou des informations relatées par les médias. Notamment dans la région Grand Est. Les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que les actes antisémites montent régulièrement depuis 3 ans. Donc il y a bien sûr un sujet qui est la répression. Il faut que l'enquête se fasse, que la justice soit exemplaire. Il faut penser aussi aux familles. J'ai entendu le témoignage de Jean-Louis Debré ce matin, parce que je crois que des grands-parents ou des arrière-grands-parents de la famille Debré sont enterrés dans ce cimetière. C'était très émouvant. Donc il faut penser bien sûr aux familles, à l'état de la communauté, aux juifs qui, je pense, attendent de la France qu'elle les protège. Mais il faut aussi reprendre tout un travail éducatif. Enfin, je ne reviendrai pas sur des sujets comme la laïcité, mais je pense qu'il y a une distance à réinstaller entre vivre dans la République et le respect des différentes communautés, mais du coup aussi ce principe de laïcité qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'il faut à tout près d'une communauté contre une autre communauté. Parce que ça révèle cet antisémitisme qui monte. Aussi, ce que je sens comme maire et ce que mes collègues maires sentent, c'est-à-dire un durcissement. On est dans une communauté, on y appartient à fond, on rentre dans les règles et on a une vision combative, en fait, de son appartenance communautaire, ce qui est tout le contraire de ce que la République avec la laïcité a voulu bâtir. Mais parlons-en alors de la laïcité. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette laïcité? On attend évidemment un discours du chef de l'État. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il faut par exemple une révision de la loi de 1905? Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la loi de 1905 est très bien, voilà, qu'il n'y a pas besoin de la réviser, qu'aujourd'hui, son application permet justement de traiter de manière égale et digne les religions, bien sûr, mais de garantir la neutralité des services publics, la neutralité de l'action publique, ce qui est quand même le fondement de la laïcité. La laïcité, c'est un principe de liberté de conscience, qui fait que l'État, lui, garantit la neutralité de services essentiels. On pense à l'école, on pourrait penser à l'hôpital, on pourrait penser aux services sociaux, par exemple. Je crois que le vrai sujet, c'est la loi de 1901. On a aujourd'hui une loi, liberté fondamentale d'association, bien sûr à garantir, et qui était faite quand même aussi dans une logique à l'époque d'éducation populaire, dans une logique d'enrichissement de la citoyenneté. Et aujourd'hui, cette loi, pour une part, elle est détournée pour mettre en place des outils qui sont des outils communautaristes évidents dans les quartiers, que ce soit des associations de soutien scolaire qui interviennent à domicile, des associations qui disent aider les mères isolées, qui disent aider les personnes âgées, des associations même de sport. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, comme maire, je suis très sensible à des clubs de sport mixtes. Ça ne va pas de soi toujours. Parfois, faut le rappeler. Il faut rappeler que c'est bien les équipes de foot pour les garçons et pour les filles. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a un travail à faire sur la loi de 1901 au service de la laïcité,
et qui fasse que on prenne conscience que le sujet n'est plus dans les salles de prière, même si bien sûr il faut démanteler les salles salafistes, il faut être vigilant sur l'intégrisme quand il s'exprime. Le sujet, c'est plus la loi de 1905, c'est devenu la loi de 1901 et c'est devenu un détournement de cette loi de liberté au bénéfice d'actions prosélytes. Valérie Pécresse, toujours sur ce sujet-là, propose une loi pour rendre inéligibles les candidats radicalisés au municipal. Est-ce que c'est selon vous une bonne idée ? Moi, je pense que... Le gouvernement propose de... Alors, il y a une grande confusion sur cette affaire de liste communautariste. Il y a une chose, c'est que des candidats qui ont été condamnés, d'accord, que des condamnations dans le cadre d'actions terroristes soient assorties d'une peine d'inéligibilité, évidemment. Mais derrière, il n'y a pas que ça, il y a cette idée de dire on va pouvoir interdire des listes communautaristes. Et ça me paraît un débat extrêmement compliqué, parce que vous allez vous retrouver à interdire des listes au moment de leur dépôt, c'est-à-dire 15 jours avant le premier tour. Qu'est-ce qu'on fait avec une liste qui, par exemple, a comme tête de liste un fichier S ? Ah non, mais vous pouvez pas... qui n'a pas été condamné. On ne va pas rouvrir le débat sur le fichier S. Le fichier S, vous savez que vous avez plein de motifs pour y rentrer. Pas seulement le fait d'être suspecté d'islamisme. Un fichier S, c'est un fichier de surveillance. C'est un fichier de vigilance. Bien sûr. C'est pas quelque chose qui vous condamne. Enfin, je veux dire, le droit de vote... Quelqu'un qui serait fiché pour l'islamisme ? Mais le droit de vote et le droit de se présenter, ce sont des droits fondamentaux dans la République. Au titre d'une suspicion de l'inscription dans un fichier pour laquelle on ne peut pas se défendre, pour laquelle il n'y a pas de procédure devant le juge, ça ne peut pas aboutir à l'interdiction ou de voter ou d'être candidat. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il faut raison garder. C'est ce type d'excès que les islamistes et que les intégristes veulent nous voir commettre. Montrer qu'on oublie nos principes, et qu'on le fait toujours au détriment des musulmans. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. En revanche, je crois qu'il faut mettre la pression quand même sur les élus. Enfin, des élus de partis de gouvernement qui ont accepté d'avoir des horaires séparés pour les femmes et les hommes dans les piscines. Ça a existé, ça, hein, dans des très grandes villes. À Lille, par exemple. Voilà. Donc, à un moment donné, je pense que le vrai sujet... Il faut de laxisme de la part des élus, par clientélisme, le vrai sujet, voilà. Par politique. Tout à fait. Je pense qu'il faut qu'il y ait une exigence de laïcité beaucoup plus grande dans le débat public, quoi. Il faut rappeler les gens à l'ordre. Je vais vous prendre un exemple très concret. J'ai donné mon point de vue sur les sorties scolaires, activités pédagogiques. Sur le temps scolaire, sous l'autorité de l'éducation nationale, j'ai dit que de mon point de vue, la loi de 2004 s'appliquait. Et je l'ai fait sans agressivité, j'ai donné mon point de vue. J'ai quand même eu des partis de gouvernement qui sont allés faire le tour des quartiers de Nancy en disant le maire veut interdire le port du voile, il est anti-musulman. Voilà. Donc il y a toujours cette tentation des partis, de certains d'utiliser finalement le communautarisme pour gagner son élection, comme si c'était pas si grave que ça et qu'après on pourrait corriger le tir. Je pense qu'il faut qu'on prenne tous conscience qu'on ne pourra plus corriger le tir. Et que donc la laïcité, on doit, nous, élus de la République, la mettre en avant. Et je préférerais qu'on s'occupe de la laïcité dans le monde associatif, et je dirais avec le monde associatif, avec les grands réseaux d'éducation populaire, pour propager l'idée. Vous voyez, on est trop sur la défensive. C'est comme si on avait perdu la bataille éducative. C'est comme si on avait perdu la bataille de l'enseignement, de la transmission des valeurs. Et moi, je dis non. Voilà, je dis que la laïcité, on peut la faire partager. Il faut qu'on l'illustre, il faut qu'on la défende, il faut qu'on l'explique. Il ne faut pas qu'on soit dans les cordes. Il faut qu'on soit à l'offensive pour la laïcité. Allez, on va passer à ce sujet d'actualité, cette réforme des retraites. Un jeudi noir en perspective, en tout cas si l'on en croit les prévisions de trafic annoncé, un mouvement qui s'annonce très suivi. Est-ce que le gouvernement et la méthode qu'il a employée sont responsables de l'ampleur du mouvement qui s'annonce ? Je pense qu'une partie de la vigueur du mouvement social est dans le cumul ou la conjonction qui n'était pas forcément prévue par le gouvernement, entre une réforme de système pour laquelle nous, les radicaux, nous avons dit que le bien qu'on en pensait. Je veux dire, passer à un système universel, 1 euro cotisé donne les mêmes droits à tous les Français, est une bonne idée. C'est une idée qui chemine d'ailleurs depuis maintenant 15 ans, depuis les premières réformes sur les retraites. Mais on a appris que l'équilibre financier du système n'était pas garanti à moyen terme. Et je pense que c'est la conjonction de ces deux facteurs qui crée la force du mouvement social. Il y a bien sûr des gens qui défendent des systèmes aujourd'hui particuliers parce qu'ils ne voient pas bien ou parce qu'ils ont peur
de ce que pourrait donner la généralisation d'un système de retraite par points. Et puis en plus, cette information qui est récurrente sur le système n'est pas équilibré, on ne pourra pas rester à 62 ans, il faut faire quelque chose. Et je pense que les deux se télescopent et que le gouvernement doit séparer les deux. Voilà. Je pense que ce qui serait sage, c'est d'avoir un débat rapide sur l'équilibrage du système. Alors je sais que le président de la République a dit pendant la campagne présidentielle qu'il ne voudrait pas repousser l'âge de départ à la retraite, la borne d'âge comme on dit, ou allonger beaucoup plus que ce qui était prévu par la réforme Touraine. Et que ce n'était pas une réforme financière aussi. Et que ça n'était pas une réforme financière. Je pense qu'il a raison, il faut que cette réforme ne soit pas une réforme financière. Mais pour ça, je pense qu'il faut maintenant expliquer ce qu'on va faire pour garantir l'équilibre. Je pense que le cumul des deux crée la dureté du mouvement, parce que les gens ont peur, concrètement, pour leur retraite. Donc vous suggérez de faire un pas de côté pour apaiser un petit peu les choses? Je pense qu'en tout cas, il faut que le gouvernement explique comment la question de l'équilibre à 5-10 ans du système va être traitée. Est-ce que c'est une négociation parallèle? Est-ce que la négociation sur le régime universel est suspendue le temps de prendre les mesures d'équilibre? Mais je pense qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les deux se télescopent et que si on veut clarifier les choses pour les Français, il faut séparer les deux. Alors Emmanuel Macron a souvent refusé le dialogue direct avec les centrales syndicales. Est-ce qu'il paye aujourd'hui ce manque de dialogue? Est-ce que l'une des raisons de cette mobilisation, c'est cette distance qui s'est créée entre le pouvoir et les représentants syndicaux? C'est clair que le mouvement social traduit aussi de la part des syndicats le sentiment d'être mis à l'écart du fonctionnement du pays. Et je pense que ce serait intéressant, effectivement, que le gouvernement ouvre une démarche de Grenelle. Il y a des sujets qui s'y prêteraient. Je vais prendre un exemple, sans revenir sur les retraites, mais on voit bien le malaise qu'il y a dans l'hôpital. Moi, je préside le conseil de surveillance de mon CHU. Je vois concrètement les choses pour les personnels soignants, les personnels techniques, administratifs et d'accueil. Les gens sont inquiets pour leur santé. Ils ont peur de la désertification médicale. Ils ne savent pas comment ils vont être accompagnés dans le vieillissement. Je pense qu'à un moment donné, une démarche de Grenelle sur ces questions de santé et de vieillissement, avec des partenaires sociaux, avec les ordres et bien sûr des acteurs de l'éthique de ce champ de la santé, ce serait une excellente démarche. Donc on comprenne bien, ce n'est pas un Grenelle sur la réforme des retraites pour sortir de ce qui se passe, mais c'est un Grenelle plus large sur les questions de santé. Oui, ce que je dis, c'est qu'il y a quelques sujets de société qui sont aujourd'hui en souffrance et sur lesquels une démarche de Grenelle qui appelle les partenaires sociaux, au-delà des partenaires sociaux aussi, des mouvements associatifs, du côté des patients par exemple, des acteurs de l'éthique collective. Enfin, je veux dire, on manque de morale collective quand même aujourd'hui en France. Et on peut retrouver de la morale sans être restrictif ou rétrograde. Un sujet comme la santé, comme le vieillissement, ce sont des beaux sujets pour une morale collective. Et je pense que le gouvernement et le président doivent effectivement rouvrir un dialogue avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Et le faire sur des sujets comme ça serait honorable, parce que c'est des sujets sur lesquels on sait que c'est pas la faute du gouvernement aujourd'hui, ça va mal. Là, on a 10-15 ans de report de questions et de réformes qui ont abouti à la situation actuelle. Il faut en sortir, on n'en sortira que par un consensus, ou en tout cas une large adhésion à des changements profonds. Et je crois que ça se ferait du bien à tout le monde que de voir quelques sujets sur lesquels une démarche de type Grenelle porterait des fruits. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est prêt à ça? Parce que les centristes avaient proposé une grande convention d'ici le 5 décembre pour le pouvoir d'achat et salaires, oui. Et le gouvernement Matignon, en tout cas, a fermé la porte. Est-ce qu'il est prêt à ce Grenelle, à ce dialogue? Je pense que la difficulté pour le gouvernement, c'est de vouloir tenir l'agenda du président. On sent bien qu'il y a la volonté que tous les engagements pris par Emmanuel Macron soient mis en œuvre. Donc peut-être qu'on peut choisir des sujets sur lesquels justement le président n'a pas pris des engagements de réforme précis. C'est pour ça que j'évoque ce sujet de la santé et du vieillissement. C'est un sujet sur lequel, je dirais pas la page est blanche, mais enfin sur lequel on n'a pas une feuille de route millimétrée après la campagne présidentielle. Après, sur le sujet salarial, je l'avais dit quand il y avait eu le mouvement des Gilets jaunes, je crois sincèrement qu'il y a un sujet d'augmentation des petits salaires sur lequel ce serait bien d'avoir là aussi un dialogue social. Est-ce que c'était une erreur de ces grands débats qui ont été organisés en début d'année de ne pas avoir inclus les syndicats, certains corps intermédiaires comme ça, de ne pas avoir plutôt fait des Grenelles comme vous le dites? Non, parce que d'abord, dans beaucoup d'endroits, moi je l'ai vu à Nancy, les syndicats, les associations ont participé au grand débat. Moi, je l'ai vu dans ma ville. Simplement, il faut donner une suite. Il faut donner une suite.
Ça a été dit d'ailleurs dans les grands débats, beaucoup de remarques portaient sur justement cette question de la santé et du vieillissement et du handicap, alors que ça n'était pas dans les revendications des Gilets jaunes. Voilà, donc je pense qu'il faut justement saisir ça. Il faut se dire, tiens, c'était pas dans le mouvement revendicatif, dans le temps de débat et de respiration qu'on ouvre, ça sort. Eh bien, sans attendre que ça revienne sous forme d'une crise aiguë, on s'en empare. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faudrait pouvoir faire. Ce manque de dialogue et d'écoute, c'est une critique qui revient aussi de la part des élus locaux, dont vous faites partie. Est-ce que vous sentez un changement du gouvernement de la part de ce sujet dans vos relations avec lui et le gouvernement qui consulte sur la grande réforme qu'on appelle 3D, la réforme décentralisation, la loi Gourault qui s'annonce. Quelles sont les pistes pour vous qu'il doit y avoir dans cette loi Gourault ? Alors, vous l'avez vu au Congrès des maires, le climat quand même est détendu, il est meilleur. Quand le président de la République a dit qu'il voulait un acte 2 social et territorial, on a senti en tout cas sur le contact avec les collectivités locales et la façon de travailler avec les collectivités locales, la volonté de changer de méthode. Donc moi, voilà, je fais confiance. Parce que ça, vous le ressentez, vous le vivez dans je votre pense quotidien. qu'on a besoin de toute façon d'un partenariat entre l'État et les collectivités. Les collectivités ont besoin de savoir ce que l'État garantit ou ne garantit pas. La baisse de dotation était une période dramatique. Et à l'inverse, le gouvernement qui veut transformer en profondeur le pays doit comprendre qu'il ne pourra pas le faire sans les collectivités locales. Sur la décentralisation, moi je pense qu'il y a 3 grands axes sur lesquels on peut avancer, en mettant en avant le couple région-bloc communal. C'est la transition écologique. Je crois que là, on peut libérer les initiatives. Je vois dans ma région, le Grand Est, ce qui a pu être fait sur le renouvelable. On est aujourd'hui la deuxième région en production d'énergie renouvelable et ça ne cesse de grandir. Mais on pourrait évoquer bien sûr les questions des mobilités autour des réseaux ferrés. On pourrait évoquer aussi bien sûr tout ce qui touche à la nouvelle économie et le développement économique, la formation professionnelle à la main des régions. C'est l'occasion pour aller vers une économie verte. Deuxième sujet, les politiques de l'emploi. Moi, je crois à la décentralisation des politiques de l'emploi, des emplois aidés. Pourquoi pas du pilotage de Pôle emploi ? Peut-être même d'ailleurs demander aux régions de s'occuper peut-être de l'insertion des bénéficiaires du RSA. C'est quelque chose de paradoxal à confier l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum à la seule collectivité qui n'a pas de compétences économiques. Bon, bref. Et puis il y a un troisième sujet, à mon avis, de décentralisation de l'emploi et de l'écologie qui est possible. Alors, c'est variable d'une région à une autre, mais c'est tout ce qui est relations transfrontalières. Moi, je vois dans ma région, on a le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne tout près. Et on n'arrive pas, en passant par Paris, à faire vivre les échanges transfrontaliers avec les pays européens voisins. Est-ce que vous sentez que le gouvernement crée un nouvel acte de décentralisation, un nouveau souffle, comme dit Dominique Bussereau, par exemple ? Moi, je ne veux pas préjuger tant que je n'ai pas vu les textes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce gouvernement échappe à l'écueil qu'ont connu les précédents gouvernements, qui a été toujours de faire de la décentralisation avec élastique. C'est-à-dire, on transfère, mais enfin on transfère qu'un bout. Ouais. Voilà. Ce qui fait que l'État garde dans chaque domaine des leviers d'action, que ce n'est pas clair vis-à-vis des citoyens. Est-ce que c'est la région, ou le bloc communal, ou le département, ou l'État ? C'est un peu tout le monde. Et puis du coup, comme c'est pas clair non plus dans les financements. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut aller loin, il faut faire des blocs de compétences, et si l'État transfère, il faut qu'il transfère vraiment. Alors Laurent Hénart, un petit mot sur les prochaines élections. Vous avez été investi, vous avez reçu le soutien de La République En Marche à Nancy. C'était un soutien qui n'était pas forcément évident il y a quelques mois. Qu'est-ce qui a changé dans vos relations avec La République En Marche ? On a réussi à bâtir un accord local, ce qui, à mon avis, est la meilleure solution. Donc, on s'est rencontrés avec les marcheurs. Il y avait déjà des élus de mon conseil municipal qui avaient fait le choix de soutenir Emmanuel Macron. Donc, dans la majorité municipale actuelle, il y a des élus qui n'étaient forcément pas marcheurs en 2014, puisque le mouvement n'existait pas, mais qui ont fait le choix d'entrer dans la campagne d'Emmanuel Macron et qui sont en marche. On est allé un peu plus loin, ils ont fait un travail sur le projet pour la métropole et on a échangé sur les grandes options. La transition écologique, sur laquelle Nancy s'est engagée, puisqu'on n'a pas attendu les élections européennes pour avoir une feuille de route de transition écologique, 30 objectifs pour Nancy en 2030, avec un programme d'action à 3 ans très concret qu'on déroule. Le travail qu'on a fait à l'échelle de la métropole, de manière consensuelle d'ailleurs, toute sensibilité confondue, sur le développement économique et l'emploi, et puis des questions qui touchent aussi à la culture et à l'éducation. Donc on a convergé sur des priorités. Mais est-ce que ce soutien, ça vous rend redevable de la majorité présidentielle ? Non. Il y a eu des conditions ? Tout comme je n'adresserai pas de facture à la majorité présidentielle. Il y a eu des conditions ?
Non, il n'y a pas eu de condition, si ce n'est leur participation à l'équipe. Mais comme je le dis, pour moi, ils y sont déjà. Enfin, je veux dire, les élus qui étaient des élus société civile, comme on dit, qui se sont engagés avec Emmanuel Macron et ça, qui sont aujourd'hui marcheurs. Sur le plan local, vous êtes également président d'un parti. Il n'y a pas de conditions sur le plan national. Le mouvement radical est libre. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a des communes où, je pense, les maires radicaux méritent le soutien de La République En Marche et ne l'ont pas obtenu. Mais alors, si vous je pense à Tours, je pense à Montélimar. Donc nous sommes dans une logique où dans chaque territoire, on conduit l'alliance qui nous paraît juste. Si vous l'emportez au mois de mars, qui aura gagné la ville de Nancy? Les radicaux, La République En Marche? J'espère surtout les Nancéens. Parce que je bâtis une majorité pour les Nancéens. Ma liste, vous avez dessus des radicaux, des Modem, des marcheurs, des UDI, des républicains, des personnalités qu'on classe à gauche, des responsables du mouvement associatif. Voilà, moi je bâtis une liste de large rassemblement où les gens n'ont pas la même position dans la politique nationale, où souvent ils font des choix différents dans des élections nationales, mais où localement ils sont rassemblés pour Nancy. Et je pense que c'est ce que les gens veulent. Ils ne veulent pas savoir à quel clan on se rattache au plan national. Ils veulent savoir concrètement si on fait prévaloir les intérêts locaux. Merci beaucoup. Merci Laurent Hénard d'avoir été avec nous ce matin. Merci Christelle. Demain, à votre place, ce sera François Aubry, le président de la CFE-CGC. On parlera bien sûr de cette réforme des retraites. Et tout de suite, c'est l'heure du Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons de la mobilisation agricole. Édouard Philippe a reçu hier Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. A-t-il réussi à calmer cette colère du monde agricole? On en discutera. Et puis, on parlera également, bien sûr, de la réforme des retraites. Les prévisions de trafic dans les transports ont été publiées hier et elles confirment qu'il faut s'attendre à un jeudi noir. Et justement, nos reportages en région cette semaine sont consacrés à la retraite, la réforme des retraites et aux retraités. On passe la semaine dans le Finistère. Aujourd'hui, direction Brest, à la rencontre de retraités pas si inactifs. Vous allez le voir. Face au vieillissement, la ville multiplie les initiatives à destination des seniors. Il faut dire qu'à Brest, 1 habitant sur 4 est retraité. On regarde ce reportage de Béatrice Finzan et Alizé Poisson. Brest, ville de marins, ville d'entraide qui s'appuie sur un important réseau de bénévoles. Ici, 1 habitant sur 4 est retraité et ce sont justement les seniors qui permettent au réseau associatif d'exister. Alors la ville multiplie les initiatives pour soigner ses aînés. Isabelle Melsquet, vous êtes donc en charge des personnes âgées et de la santé à la ville de Brest. Vous vous êtes intéressée à la question de mobilité des seniors. Quel est le constat ici à Brest? Ce que j'ai constaté, c'est que même s'il y a un rapport encore très individuel à la voiture, les transports en commun sont plébiscités. Alors pas n'importe quel transport en commun. Plutôt le tramway, parce que le tramway, c'est un mode de transport qui est extrêmement sécurisant pour les plus de 65 ans. Ils s'y trouvent plutôt confortables, ils n'ont pas peur de tomber, ce qui n'est pas le cas et on ne pourrait pas dire la même chose avec le bus. Face à l'inquiétude de vos administrés, vous avez choisi la prévention. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment on prévient les chutes et comment on aide les gens finalement à ne pas s'isoler. Et pour ce faire, on a travaillé un certain nombre d'ateliers de prévention des chutes dans un certain nombre d'espaces. D'ailleurs, on ira tout à l'heure au Centre social Horizon voir un de ces ateliers. On va voir ce que c'est. Justement, là, on est à l'atelier équilibre. Comment ça fonctionne exactement alors en fait, on est passé par une association qui s'appelle Sport pour tous, dont l'objectif est de faire des ateliers spécialement prévention des chutes. Alors pour ça, on a des animateurs sportifs qui ont été formés à la prévention des chutes et qui font, là en l'occurrence, on est sur 12 séances sur une durée d'à peu près 3 mois dans différents endroits de la ville.
On apprend à tomber en fait? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors pas tout à fait. Alors quand on est petit, on apprend à tomber, mais quand on est plus âgé, on apprend justement à rester debout. Donc non, on leur apprend pas à tomber, on leur apprend à mieux se maintenir en équilibre, à mieux se positionner dans l'espace, à mieux bouger pour justement ne pas tomber. Et puis effectivement, quand on est tombé, comment on fait pour se relever sans se faire mal? Parmi les personnes présentes, Michel est venu assister à l'atelier. Bonjour Michel, c'est la 3e ou 4e fois que vous veniez, je pense. Alors, cet atelier, qu'est-ce que vous en pensez? À quoi il vous sert? À m'améliorer, je suppose, hein. J'espère. Puis de faire des exercices à la maison pour essayer de perfectionner un petit peu le tout. Ça peut faire que du bien. La mobilité, c'est un enjeu pour vous? Vous vous sentez pas toujours stable? C'est important? Oui, bien sûr, j'en ai perdu beaucoup, donc je peux au moins maintenir ce que j'ai, c'est bien. C'est important que la mairie, que les associations mettent en place ce genre justement de projets, d'ateliers. Oui, c'est très agréable parce qu'il y a plusieurs choses, donc on peut choisir ce qui nous convient et faire un peu de sport qu'on ne ferait pas autrement si c'était pas organisé comme ça pour les retraités. Et l'équilibre, bien, on en a besoin de se perfectionner là. Tout le monde. La chute, première cause d'hospitalisation des seniors aux urgences. 90% des Français souhaitent rester le plus longtemps possible chez eux. Or, ce genre d'initiative permet le maintien à domicile dans de bonnes conditions. Voilà pour ce reportage, dernier épisode. Demain, nous suivrons les préparatifs de la grande mobilisation qui s'annonce. On suivra ça demain à 7h06 dans Bonjour chez vous. Bonjour messieurs. Rebonjour Tam, on va parler bien sûr de cette réforme des retraites, réforme des retraites qui suscite inquiétude et opposition, et cela va se traduire dans la rue. Demain, la mobilisation s'annonce importante si l'on en croit les prévisions de trafic sur le rail et dans les airs. Avant de vous entendre, on va voir que chaque camp politique y va de sa stratégie, comme nous le montre Samia Dechir. Aux côtés des manifestants et des syndicats, la gauche sera présente jeudi pour manifester contre la réforme des retraites. Communistes, France Insoumise, écologistes et socialistes ont prévu de se joindre au cortège. La balle va être dans le camp du gouvernement. Ils veulent se montrer inflexibles. Ils pratiquent même une certaine gloriole de cette inflexibilité. Eh bien, c'est à lui de dire à un moment donné, on va négocier. Présence embarrassante pour la gauche, celle du Rassemblement national. Si Marine Le Pen n'ira pas manifester elle-même, elle appelle tous ceux qui sont opposés à la réforme à descendre dans la rue jeudi. J'appelle à manifester. Vous appelez oui. à manifester. Il faut qu'à un moment donné, le gouvernement entende, voit de ses yeux que les Français y sont opposés. Et je ne connais pas d'autres moyens. La droite, elle, n'appelle pas à manifester. Certains dénoncent une prise d'otage du pays par la paralysie des transports. Mais tous critiquent la réforme et surtout la méthode du gouvernement. Est-ce que le gouvernement s'y prend bien? La réponse est non, parce que quand on dit que ceux qui vont faire grève et tout sont des privilégiés, qui ne pensent qu'à eux, très franchement, si on veut exaspérer les gens, c'est très bien comme point de départ. Conducteurs de train, policiers, ils seront nombreux dans la rue jeudi, les bénéficiaires de ces fameux régimes spéciaux amenés à disparaître. Hier à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a encore une fois tenté de les rassurer en écartant toute transition brutale vers le régime général. Vous ne m'avez jamais entendu, monsieur le député, critiquer ou dénigrer ceux qui relevaient d'un autre régime que le régime général. Jamais. Et je vous mets au défi, et vous auriez bien du mal, et je crois que vous le savez, à trouver une quelconque critique de ceux qui bénéficient d'un régime qui a été organisés, ils ne sont pas dans une situation irrégulière. Mais sur les régimes spéciaux, comme les salariés du régime général, le gouvernement n'a pas encore précisé les contours exacts de sa réforme des retraites. Le contenu doit être dévoilé à la mi-décembre. On a vu les stratégies des différents partis. Stéphane Vernet, est-ce que cette mobilisation contre la réforme des retraites, elle peut donner un nouveau souffle à l'opposition? Alors, est-ce qu'elle va donner un nouveau souffle à l'opposition ou pas? Je ne sais pas, on verra. D'abord, on verra le 5, on verra la dynamique qui va se créer, et combien de personnes vont descendre dans la rue, et surtout comment les choses vont évoluer par la suite. C'est-à-dire que ce mouvement-là, on sent qu'il peut s'avérer massif jeudi, mais a priori plutôt très encadré, et c'est vraisemblablement le début d'autre chose. La vraie question, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que les gens vont continuer à manifester, vont descendre dans la rue le 7? Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y a une poursuite du blocage des transports le 9 avec de nouvelles annonces de grève? Et
on sent bien qu'il y a deux choses finalement dans cette histoire, c'est-à-dire la critique de la réforme alors qu'on ne la connaît pas encore. En réalité, comme ça a été très bien dit, les contours précis ne sont pas définis, donc on ne sait pas exactement quelle sera la teneur de cette réforme, mais vous avez une mobilisation de principe pour dire que de toute façon elle ne sera pas bonne, ou elle va faire des perdants, ou, voilà. Et donc vous avez un certain nombre de gens qui vont descendre dans la rue contre la réforme des retraites parce qu'ils sont inquiets, mais on sent bien aussi qu'il y a une partie des gens qui appellent à la mobilisation qui sont un peu dans le match retour. C'est-à-dire qu'il y a la volonté aussi de prendre une revanche par rapport à un gouvernement qui leur a imposé un certain nombre de choses dont ils ne voulaient pas, ils se sentent maltraités, il y a beaucoup de colère. Et le risque autour de ce mouvement, c'est que ces deux choses se télescopent ou s'agrègent. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une convergence des luttes, on peut avoir une conjugaison des colères avec des gens finalement qui se retrouvent dans la rue, pas forcément pour les mêmes raisons, mais qui soient là pour dire tout leur mécontentement par rapport à Emmanuel Macron, par rapport au gouvernement d'Édouard Philippe, par rapport à la façon dont la politique de ce pays est conduite. Et du coup, Stéphane Robert, c'est autre chose qui se joue demain, pas seulement cette mobilisation contre la réforme des retraites? Bien sûr que c'est autre chose. Ça a été présenté comme la mère des réformes. Cette réforme des retraites, c'est effectivement un point majeur, et on le voit, un point de cristallisation, mais c'est toute la capacité d'action et réformatrice d'Emmanuel Macron qui se joue là. C'est pour ça qu'il y a une mise en scène en quelque sorte de part et d'autre, du côté de l'exécutif comme du côté des contestataires. Ce qui va se passer, c'est effectivement très difficile à dire. Les gens... vous posiez la question tout à l'heure de savoir si l'opposition va en profiter. C'est assez peu probable, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de revendication. La revendication, tout tourne autour du projet de Macron qu'on ne connaît pas. Stéphane Vernel disait, on ne le connaît pas, le projet de Macron. Donc il y a une protestation d'inquiétude, finalement. Est-ce que ça va accrocher sur un potentiel, une vision politique que peut présenter une organisation partisane? C'est peu probable. Les syndicats ne devraient pas en profiter. Les syndicats sont là pour essayer de se relégitimer parce qu'ils sont en perte de vitesse. C'est notamment la CGT. Les partis politiques, c'est assez peu probable qu'ils profitent de ça. Le vrai danger, c'est autour du gouvernement, de l'exécutif et d'Emmanuel Macron que ça tourne, ça. Oui, il y a 3 éléments qu'il va falloir surveiller dans l'opinion, si vous voulez. Le premier élément, c'est le soutien à ces manifestations. D'une certaine façon, qu'importe le nombre de manifestants, le 5, le 7, etc., l'important, ce qui va compter, c'est la bataille de l'opinion. Un sondage YouGov ce matin nous dit que 60% des Français soutiendraient le mouvement de grève. Et on voit très bien qu'on ne connaît pas le contour de cette réforme, mais que cette période de latence, cette période d'incertitude, a cristallisé dans l'esprit de beaucoup de Français que, de toute façon, à cette réforme, ils allaient y perdre. Et que s'ils allaient y perdre, même si ceux qui vont d'abord se mobiliser, ce sont des professions qui sont dans des régimes spéciaux qui, quand on prend là encore les enquêtes, sont plutôt impopulaires, qu'importe, eux peuvent se mobiliser et donc ils servent de première ligne pour beaucoup de gens qui pensent que cette réforme va être négative, à tort ou à raison. En tout cas, aujourd'hui, et ça fait plusieurs mois, c'est incrusté dans l'opinion. Donc il y a un vrai risque d'un mouvement de blocage fort, soutenu par une grande partie de l'opinion. Pour l'instant, si on prend les enquêtes, c'est ce qui se dessine. Deuxième élément qu'il faut voir, c'est l'électorat même d'Emmanuel Macron. Et là, c'est un vrai problème pour Emmanuel Macron, parce que ce qu'il a fait tenir jusqu'à présent, même au summum de la crise des Gilets jaunes, c'est sa base électorale. Si je prends le même sondage YouGov, il y a 33% des sympathisants de La République En Marche qui considèrent que c'est une mauvaise réforme et qui soutiennent la grève. 33% sur un électorat, c'est beaucoup. Et il faut bien voir que dans ces 33%, vous avez notamment les professions libérales, les avocats vont faire grève le 5 également, et les cadres qui ont peur qu'avec des carrières plus dynamiques, et du coup une prise en compte de l'ensemble de leur carrière, eh bien ils soient perdants à cette réforme. Si jamais il y a 2 CSP importantes qui décrochent dans l'électorat d'Emmanuel Macron, si jamais une partie de cette base le quitte, les municipales deviennent très compliquées, et au-delà, parce que les municipales, et c'est le 3e point, sont un élément d'une certaine façon assez lisible, mais les élections qui arrivent après, c'est les régionales qui vont être beaucoup plus lisibles avec un premier tour à la proportionnelle, et là, à ce moment-là, s'il y a une affectation de ces résultats avec des CSP qui se mobilisent et qui décrochent, eh bien on a un premier pas vers les présidentielles qui devient compliqué. Alors vous parliez de cette bataille de l'opinion, et justement les ministres sont présents, nombreux dans les médias, pour tenter de la gagner, cette bataille de l'opinion. On va notamment écouter Jean-Baptiste Djebbari. Il était ce matin l'invité de nos confrères de France Inter, le secrétaire d'État chargé des Transports. On l'écoute. S'agissant des cars Macron, nous avons des échanges depuis la semaine dernière avec un certain nombre d'opérateurs qui sont effectivement intéressés de venir offrir du service sur Paris intramuros et un peu au-delà, au nord et au sud de Paris. Il y a combien de cars qui sont concernés là? Les cars Macron, il y a environ
une cinquantaine, soixantaine de cars qui pourraient être mobilisés en Ile-de-France. Et nous travaillons aujourd'hui le cadre réglementaire, le cadre juridique, de manière à ce que tout ça soit évidemment très propre sur le plan légal. Voilà, Jean-Baptiste Djebbari qui tente de rassurer. Cette bataille de l'opinion, elle ne se jouera pas jeudi, Stéphane Vernet, mais comme vous le disiez, dans l'après, si le mouvement dure. Oui, alors, Benjamin, c'était un sondage qui est sorti ce matin. Il y en a un autre qui est intéressant, qui est sorti dimanche dans le JDD, un sondage de l'IFOP, qui disait que 76% des sondés sont convaincus qu'il faut faire une réforme des retraites. Et les mêmes sondés, 64% d'entre eux, disent ne pas faire confiance au président de la République, au Premier ministre, pour conduire cette réforme. Et en fait, je pense que toute la difficulté est là. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que vous avez, déjà dans la bataille de l'opinion, puisqu'on parle de bataille de l'opinion, vous avez une majorité de Français qui est convaincue qu'il faut faire quelque chose. Mais avant même de savoir ce qui sera fait, il y a une majorité de Français qui est convaincue que ce qui sera fait ne sera pas la bonne solution. Et donc, autour de ça, si vous voulez, dans le match qui est en train de se jouer, il y a tout ce qui s'est passé avant le début de la rencontre, qui consistait aussi à convaincre une partie des gens qui sont en colère et qui peuvent rejoindre le mouvement de ne pas le faire. Il y a eu beaucoup d'actions du gouvernement très sectorielles ou très ciblées pour calmer en fait pour éteindre différents foyers qui pourraient s'agréger au niveau du 5. Il y a eu tout ce qui a été fait sur l'hôpital, il y a eu les rencontres avec les étudiants, vous avez un Bruno Le Maire qui lui-même est monté au front pour calmer le blocage des dépôts pétroliers avec les artisans, les professionnels du BTP, pardon. Vous avez ce qui s'est passé avec les agriculteurs qui finalement manifesteront pas le 5. Donc vous voyez bien qu'il y a eu plein de tentatives pour empêcher justement pour prévenir une agrégation des colères qui se fait depuis un petit moment, plus toute l'organisation autour des services qui vient d'être évoqué par le secrétaire d'État Djebbari à l'instant, plus le fameux séminaire de dimanche où il y avait la volonté de montrer que le gouvernement était uni, prêt. Donc cette bataille de l'opinion, elle a commencé il y a un petit moment et on est déjà en plein dedans. Et maintenant, on rentre dans le dur. Puisque vous parlez des sondages, on en a choisi un qui va un petit peu dans le même sens et qui montre toute l'ambiguïté de cette réforme. C'est un sondage Elab Radio Classique. On va le voir, 64% des Français disent qu'ils sont favorables à un système universel par points, donc à la réforme que veut mettre en place Emmanuel Macron. Mais dans le même temps, eh bien, ils pensent qu'ils sont une minorité à penser que ça permettra une plus grande égalité. 70% redoutent une baisse de leur pension et 57% pensent qu'il va falloir travailler plus longtemps. C'est là toute l'ambiguïté. Les Français, ils sont conscients qu'il faut une réforme, mais pas celle-là, et en même temps, ça les inquiète? Alors, il y a eu un pari qui a été remporté par l'exécutif, c'est sur le diagnostic. Diagnostic, le système ne fonctionne pas. Voilà. Et les Français, manifestement, les différentes enquêtes le disent, Stéphane Vernet en citait une, vous en citez une autre, mais ces deux enquêtes disent ça. Ça ne marche pas, il faut changer les choses. Maintenant, c'est sur la capacité d'action et la capacité de réponse du gouvernement que les Français mettent un doute là. Et au-delà de ça, c'est tout, finalement, tout ce qui est initié depuis la rentrée par Emmanuel Macron et le pouvoir exécutif sur on va co-construire, ça c'est remis en cause, on va co-construire cette réforme, on va associer les Français aux solutions qu'on va apporter. Mais finalement, non, ils attendent qu'on leur mette sur la table les solutions qu'on propose pour pouvoir juger sur pièce. Et en attendant, il y a une forte inquiétude et elle va s'exprimer à partir de jeudi. Allez, on va parler, Tam, puisque un jeudi noir s'annonce, on va parler de service minimum avec vous et de ce que dit la loi. Alors, Tam, que dit la loi? Eh oui, le service minimum, eh bien, il existe, Oriane, dans un certain nombre de secteurs. Par exemple, eh bien, dans les écoles maternelles et primaires, une loi de 2008 a instauré un service minimum d'accueil. Alors, selon le nombre de grévistes, c'est soit à l'État, soit à la collectivité d'assurer l'accueil des enfants. Notez que dans les faits, c'est plus compliqué que ça, parce que parfois, ce service minimum pourtant inscrit dans la loi, eh bien, il n'est pas possible matériellement de le mettre en place, notamment quand tous les agents d'une collectivité sont en grève, comme cela risque d'être peut-être le cas demain dans certaines écoles. Et il y a pourtant des endroits où on peut réquisitionner le personnel. C'est le cas, par exemple, dans les hôpitaux. Les préfets ont le droit de réquisitionner les personnels de santé pour assurer la continuité des soins dans les hôpitaux. Regardez ce que dit le Code de la santé publique. Je le cite, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie,
justifie, le représentant de l'État dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires et notamment requérir le service de tout professionnel de santé. Un médecin qui refuserait cette réquisition est tout de même passible de 3 750 € d'amende. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans les transports? Eh bien, la notion de service minimum, elle existe depuis la loi de 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports, votée sous Nicolas Sarkozy. On a beaucoup entendu parler de cette loi depuis quelques jours. Elle met en place des obligations de négocier avant la grève, d'informer sur le fait qu'on se met en grève ou pas, et aussi d'informer aussi les usagers. Mais il n'y a aucune obligation contraignante pour assurer un service minimum dans les transports. Résultat, dès 2018, Roger Karoutchi, sénateur LR, a déposé une proposition de loi qui oblige à avoir un service minimum dans les transports aux heures de pointe, mais avec une limite quand même. Écoutez. J'ai déposé moi-même en 2018 un texte sur un service minimum garanti aux heures de pointe lors des grèves avec un trafic qui serait de 50%. Je ne suis pas allé jusqu'à la réquisition. Je pense que ça tomberait sous le coup du Conseil constitutionnel. Et Tam, il n'est pas allé jusqu'à la réquisition des grévistes, Roger Karoutchi. Vu que tout le monde lui avait dit que c'était pas constitutionnel, il s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée, Roger Karoutchi. Des sages. Et voilà. Mais l'opposition probable des sages n'a pas toujours les mêmes effets. Regardez, ça n'a pas du tout freiné Bruno Retailleau qui dit écoutez, si c'est possible à l'hôpital, alors pourquoi pas dans les transports? Écoutez. Il y a des fonctionnaires en France qui sont interdits de droit de grève. Il y en a d'autres qui peuvent être réquisitionnés, tout comme d'ailleurs dans d'autres grandes démocraties. Non, il y a d'un côté une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire le droit de grève, mais il y a de l'autre une autre valeur constitutionnelle qui est le principe de continuité des services publics. Le droit de grève, c'est aussi un droit qui comprend un certain nombre de limites. Et oui. Bruno Retailleau, rien ne l'arrête. Il rappelle même qu'en 1979, le Conseil constitutionnel a dit qu'on pouvait interdire le droit de grève à certains agents lorsque cela porte atteinte aux besoins essentiels du pays. En tout cas, il a déposé sa proposition de loi lundi. Alors, il a raison de vouloir aller jusqu'au bout, Bruno Retailleau, Benjamin Morel. Alors, constitutionnellement parlant. Constitutionnellement parlant, c'est très discutable. C'est-à-dire qu'en effet, il y a cette décision de 79 et que là, on aura un Conseil constitutionnel qui sera amené à apprécier la proportionnalité d'une loi qui entraînerait des réquisitions dans les transports. Dire que les besoins essentiels de la nation sont compromis dès lors qu'on n'a pas de transport, c'est une interprétation peut-être un peu extensive de la décision, mais c'est pas impossible. Il dit qu'à l'époque, en 79, on avait même considéré l'audiovisuel public comme un besoin essentiel du pays. Alors bon, oui, mais l'audiovisuel public, je sais qu'on est essentiel, mais bon, quand même. Dans les transports, on va dire. Dans l'audiovisuel public, vous avez la nécessité pour le gouvernement d'informer la nation. Donc là, on pourrait, c'est-à-dire que une proposition de loi ne serait pas a priori condamnée, mais elle serait en effet très fortement menacée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Après, il a raison, c'est possible en Allemagne, par exemple, la réquisition d'agents publics dans les transports. D'un point de vue politique, en revanche, c'est extrêmement malin, si vous voulez. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une bataille de communication dans la bataille. C'est-à-dire, vous avez une partie de l'opinion qui est contre cette réforme, mais vous avez également une partie de l'opinion qui n'est pas contre cette réforme et qui surtout ne veut pas que les perturbations la gênent dans sa vie quotidienne et qui à partir de là risque de tomber sur le gouvernement, non pas à propos de sa réforme, mais à propos de la gestion de crise. Pour la droite, notamment à destination d'une partie de cet électorat de droite, il y a tout un enjeu à dire, nous, si on était au pouvoir, nous ferions passer une réforme des retraites, mais on la ferait passer dans de bien meilleures conditions, parce qu'il y aura un service minimum. Et là, cette bataille politique, on l'a vu à peu près dans les mêmes termes avec la proposition de loi contre les listes communautaristes, c'est plutôt une politique de bonne loi. Il faut dire aussi que pour les LR, c'est très difficile de dire qu'ils sont contre le principe de la réforme, vu que la retraite à points, c'était une des propositions de François Fillon, et que, par ailleurs, il ne cesse de dire que de toute façon, il va falloir travailler plus longtemps, et s'appuie notamment sur les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, qui, en 2025, dit qu'il y aura un déficit entre 8 et 17 milliards d'euros. Donc, effectivement, pour la droite, c'est difficile d'aller sur le fond. Un mot, puisqu'on parle du Parlement, sur cette bisbille, finalement, qu'a créé cette journée de mobilisation entre Gérard Larcher et Richard Ferrand, puisque l'Assemblée nationale a décidé de ne pas siéger demain, jour de mobilisation, alors que le Sénat dit oui, nous on continuera à siéger. Gérard Larcher dit non, on siégera quand même. C'est la preuve que la grève et le mouvement est capable de diviser même le Parlement. C'est exceptionnel. Stéphane Robert, un petit mot. Diviser même les députés. Est-ce que c'est déjà arrivé que l'Assemblée nationale ne siège pas comme ça un jour de grève, Benjamin Morel ? Alors là, je dois vous avouer que je ne sais pas. Mais non.
quel symbole quand même pour l'Assemblée nationale, si majoritairement la République En Marche, de ne pas siéger, de dire, enfin c'est quand même un symbole du recul de la République En Marche face à la grève, alors qu'au Sénat... C'est une demande des socialistes, c'était leur niche parlementaire, il faut quand même remettre les choses, c'est leur niche parlementaire, c'est leur journée, en quelque sorte, entre guillemets, de l'année, et elle aurait été complètement étouffée par ce qui va se passer jeudi. C'est eux qui ont demandé à ce que cette journée... Et puis Richard Ferrand a acquiescé parce que voilà, et finalement, est-ce que c'est... Bon, est-ce que c'est ça se comprend, c'est pas non plus. Ceci dit, si leur angoisse c'est de montrer, c'est d'avoir des images d'hémicycles vides, il y a des jours où même sans grève, vous allez être dur avec le Parlement, Stéphane. Il y a des jours où il n'y a pas grand monde dans l'hémicycle. C'est pas gentil. Allez, on va continuer à parler. Ça c'est dur. On va continuer à parler de cette réforme des retraites. On va se rendre dans une rédaction locale, comme tous les jours. On va aller à Toulouse retrouver nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger, journaliste à la Dépêche du Midi. Vous consacrez bien sûr votre dossier du jour à la grève de demain et vous informez vos lecteurs de ce qui doit les attendre, de ce qui va les attendre demain, secteur par secteur. C'est ça, nous faisons 2 pages spéciales sur ce que ce jeudi noir annoncé dans la région. Le mouvement s'annonce extrêmement suivi. On fait le point secteur par secteur avec 2 indications. D'abord, dans l'éducation, les syndicats nous disent qu'il y aura a priori 60% des enseignants dans le primaire qui seront en grève. Près d'une école sur 10 devrait être fermée dans la région Occitanie. Et puis, un autre point sur le trafic SNCF. La SNCF, tout simplement, annonce qu'il n'y aura aucun TER demain sur le réseau. Ça vous donne une indication de l'ampleur du mouvement qui s'annonce extrêmement suivi en région toulousaine. Alors, le seul point un peu positif, c'est que le métro, lui, à Toulouse, devrait fonctionner tout à fait normalement. Ouais. Vous avez dans la Dépêche du Midi aujourd'hui, Éric Berger, une interview de Jean Garrigue sur les conséquences politiques du mouvement et les suites éventuelles de ce mouvement. C'est ça, l'historien qui est spécialiste d'histoire politique nous a accordé une interview sur ce dossier de la réforme des retraites et de cette grève de demain. Pour lui, il nous dit très clairement que l'issue est vraiment très incertaine. Il ne voit pas de conséquences politiques dans l'immédiat pour l'exécutif, mais il rappelle quand même le précédent de 1995 que chacun a à l'esprit. Et puis il nous dit que tout va dépendre un peu des annonces qui seront faites le 9 ou le 10 décembre par rapport à la réforme des retraites. Est-ce qu'il y aura des concessions de la part de l'exécutif? Et il indique aussi qu'il y a une vraie bataille de l'opinion, de savoir si l'opinion soutiendra le mouvement ou bien va soutenir la réforme. En tout cas, il y a une vraie incertitude sur la suite de ce mouvement et ses conséquences. Autre sujet à la une de la Dépêche du Midi, aujourd'hui, Éric Berger, c'est bien sûr la mort d'un chef, la mort d'André Daguin, qui est décédé hier. C'est ça, on a appris la triste nouvelle hier soir. Le célèbre chef gersois s'est éteint à l'âge de 84 ans. Nous lui consacrons une page spéciale. André Daguin, il s'était rendu célèbre en 1959 en inventant le magret de canard. C'est ce qui a fait sa célébrité. Et le chef également, il y a quelques années, avait porté le combat pour la réduction de la TVA dans la restauration à 5,5%. Ça fait deux beaux combats qu'il a menés et nous lui consacrons donc toute une page sur sa disparition. Merci beaucoup Éric Berger. On va revoir à la une de la Dépêche du Midi, une avec 2 sujets dont on a parlé. D'abord jeudi noir, ce qui nous attend, et puis cette photo d'André Daguin. Il était le mousquetaire de la gastronomie. André Daguin est mort. C'est donc à la une de votre journal aujourd'hui. Merci Éric Berger. On parlait gastronomie. Merci. On va donc parler agriculture. Édouard Philippe a-t-il réussi à calmer le malaise du secteur agricole? Le Premier ministre a reçu hier à Matignon la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. C'est le principal syndicat agricole. Et à la sortie de son entretien, Christiane Lambert était plutôt satisfaite. On va l'écouter. Nous voulions de l'écoute, nous avons eu de l'écoute sur les différents sujets que nous avons portés. Sur la question des produits phytosanitaires, nous avons fait le point sur le débat hystérisé auquel nous assistons aujourd'hui, où il n'y a plus suffisamment de prise de recul et de rationalité.
Et nous avons souhaité que ce qui puisse prévaloir par rapport aux décisions qui vont être prises, ce soit la science, toute la science, rien que la science. Ce que le ministre de l'Agriculture a affirmé la semaine dernière, nous l'avons entendu à nouveau aujourd'hui, dans la bouche du Premier ministre. Il s'exprimera. Nous avons défini avec lui un calendrier sur tous les sujets, dont celui-là. Et nous souhaitons qu'à partir de là, ce que dit l'agence et ce que disent les scientifiques puissent prévaloir sur toute autre chose. Stéphane Vernet, est-ce que Édouard Philippe a réussi à calmer le malaise du secteur agricole? Ça serait déjà ça, vous me direz. Non, alors, à mon avis, non. Mais quand les propos de Christiane Lambert sont plutôt très positifs, donc elle a eu de l'écoute, mais il faut voir aussi quelles sont les problématiques qui concernent les agriculteurs aujourd'hui. Je pense qu'elle s'exprime beaucoup autour de la problématique du glyphosate, les arrêtés anti-pesticides, etc. Et les garanties, c'est finalement ce que nous promet le gouvernement, c'est que les arbitrages se fassent à partir des décisions scientifiques de l'ANSES, plutôt qu'autour de la pression médiatique. Ça, c'est une chose. Après, un des enjeux de cette rencontre aussi, c'était de faire en sorte que les agriculteurs ne descendent pas dans la rue le 5. Mais les agriculteurs, c'est quand même le secteur qui voit d'un œil très favorable, ou peut-être le plus favorable, un certain nombre d'engagements ou de promesses qui sont faites autour de la réforme des retraites, puisque dans cette réforme, il y a quand même l'idée, on ne sait pas tout, mais il y a quand même l'idée que le minimum retraite serait de 1 000 €. Or, si vous prenez le nombre d'agriculteurs qui a une pension retraite inférieure à 1 000 € ou très inférieure à 1 000 €, vous comprenez qu'en fait, il n'y a aucune raison. Gagnants. Ben voilà, il n'y a aucune raison que les agriculteurs descendent dans la rue contre une réforme des retraites. Par contre, ils ont d'autres motifs d'insatisfaction et à mon avis, ils ne sont pas éteints. Oui, la moyenne des retraites pour les agriculteurs, c'est 800 € pour les hommes, mais je crois 500 € pour les femmes. Donc on est face à des retraites qui, en effet, font de cette profession l'une des particulièrement gagnantes à cette réforme des retraites, très clairement. Après, sur les grands dossiers, concernant les pesticides, il y a des questions qui se posent aujourd'hui au niveau européen. Concernant le libre-échange, le fait qu'Édouard Philippe dise on ne signera pas et on ne ratifiera pas l'accord sur le Mercosur, ça paraît tout de même aujourd'hui assez compliqué, notamment parce que l'Allemagne pousse à ce que ça se fasse. Et ensuite, eh bien, la question de la loi Egalim, elle n'est pour l'instant pas traitée, et à voir si pour le coup il y aura une évolution législative. Et Tam, c'est justement hier que le Sénat examinait le budget agriculture. Oui, Christiane Lambert a dit qu'elle ne demandait pas d'argent. Figurez-vous que de toute façon, elle n'en aurait pas, puisque effectivement, hier, le Sénat a rejeté le budget de l'agriculture. Il a dit qu'il était largement insuffisant. Hier, Alain Houpert a dit qu'il manque 125 millions € de crédits de paiement, et je le cite quand même pour la phrase, l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est aussi le nerf de la terre. Or, le budget manque singulièrement de nerfs. Eh bien voilà, on aurait eu tort de passer à côté de cette citation. Allez, on va repartir en région, on va aller à Bourg-en-Bresse cette fois-ci, puisqu'on va parler d'un trophée, c'est le trophée des maires. C'est organisé par nos partenaires du Progrès. Bonjour Jean-Didier Derry, vous êtes le directeur des rédactions de l'Ain et du Jura du Progrès. Pourquoi le Progrès organise ce type de trophée ? Tout simplement parce que nous sommes dans l'ADN de notre quotidien. Les communes et les intercommunalités, vous le savez aussi bien que moi, ne seraient rien sans l'engagement de leurs élus, de leurs équipes et de tout le tissu associatif. Et pour rendre hommage, un hommage appuyé à ces femmes et à ces hommes qui œuvrent pour faire de leur environnement local un cadre de vie où s'épanouir, eh bien le Progrès et ses partenaires ont lancé la 5e édition des trophées des maires et des intercommunalités. C'était hier à Bourg-en-Bresse. Bourg, on met bien le cas, je précise. Voilà. Alors, il y avait 9 trophées qui ont été attribués, Jean-Didier Derry. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, 9 trophées ont été décernés hier soir pour saluer des réalisations portées donc, par des collectivités de différentes tailles et surtout dans différents domaines. Donc nous avons attribué 9 trophées pour autant d'initiatives originales qui récompensent l'aménagement du territoire, le service aux habitants, le développement durable, le développement économique. Et nous avons même attribué un trophée pour une initiative en matière de production énergétique. Et nous avons également décerné un trophée qui rend hommage aux citoyens qui ont été engagés dans la construction de projets dans leur collectivité. Alors voilà, vous nous avez parlé de certains trophées. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez sélectionné, ceux qui ont retenu particulièrement votre attention ? Alors, ils ont tous évidemment retenu notre attention, mais il y en a 9, donc c'est un petit peu long. Celui que je souhaiterais vous présenter, c'est surtout celui de la commune de Divonne-les-Bains, qui a installé une aqualienne
C'est une des premières en France. Alors, l'aqualienne, elle est visible de l'extérieur grâce à un caisson translucide et elle vient enrichir le patrimoine de la ville, qui est, comme vous le savez, peut-être une ville d'eau, et donc dotée d'une vanne, si vous voulez, c'est une espèce de grande roue qui va permettre à produire de l'électricité à Divonne-les-Bains, et elle s'ajoute à des panneaux photovoltaïques. Autre réalisation qui nous a aussi beaucoup intéressé, c'est Ars, la fameuse ville du Saint Curé d'Ars, vous savez, le curé universel. Avec près de 400 000 visiteurs par an, Ars a misé sur un musée de cire. Donc, ils ont demandé au musée Grévin de les aider. La municipalité a racheté le musée de cire pour montrer cette collection. Sans l'intervention de la communauté de communes, eh bien, cette collection aurait été dispersée, avec elle le seul lien qui permet de raconter au plus grand nombre le parcours du curé d'Ars. Eh bien voilà, et puis grâce à vous, on aura appris, Jean Didier, ce qu'est une aqualienne. On va regarder, avant de se quitter, la une du Progrès ce matin, une consacrée bien sûr à la grève, annoncée demain. Grève, à quoi faut-il s'attendre? Le point dans l'Ain, c'est à la une du Progrès. Merci d'avoir été avec nous en direct de Bourg-en-Bresse. Je rectifie du coup ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci Jean Didier. Et Tam, on va voir avec vous ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux aujourd'hui. Et on commence avec Paris-Normandie. Et oui, la une de Paris-Normandie, on l'a bien compris, on en a parlé pendant une dizaine de minutes. Le quotidien, comme beaucoup d'autres, consacre sa une à la journée de grève de demain. Ils veulent tout bloquer, peut-on lire en une. Notez d'ailleurs qu'il y a une photo d'archives, une photo d'archives qui date de 2016 et des contestations de la loi travail. À l'époque, eh bien, il y avait eu des barrages qui avaient été installés sur les axes, les ronds-points stratégiques du Havre. C'est la ville d'Édouard Philippe, faut-il le rappeler. Chiffre édifiant également, demain en Normandie, il ne roulera que 4 trains au lieu de 350 habituellement et aucun en direction ou en provenance de Paris. On t'a une petite note positive, il y a aussi des trains qui roulent. Mais oui, comme nous le rappelle le républicain lorrain parfaitement à contre-courant. Regardez, eh bien oui, en Lorraine, pour les frontaliers, c'est Noël en avance. Car la gratuité des transports communs au Luxembourg va permettre aux frontaliers de payer bien moins cher leur abonnement TER. Rassurez-vous quand même, vous l'avez vu, vous le voyez quand même sur ce petit encart. Si vous habitez bien à Metz et aux environs, pour les bus et les écoles, ça sera le casse-tête du service minimum. Ça sera quand même le bazar demain. Et on passe aux dernières nouvelles d'Alsace. Oui, les dernières nouvelles d'Alsace qui consacrent sa une à la profanation du cimetière juif de Westhofen. 107 tombes ont été souillées de croix gammées. Un nouvel acte de haine et d'antisémitisme qui a suscité la consternation, le dégoût en Alsace, où il y en a eu déjà quelques-uns ces derniers mois qui ont été perpétrés. Réaction hier d'Emmanuel Macron sur Twitter. Emmanuel Macron qui a dit « Les Juifs sont et font la France. L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons ». Notez que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, se rend aujourd'hui sur place. Et on termine avec la une du Midi Libre. La une du Midi Libre qui consacre sa première page au discours hier d'Emmanuel Macron à Montpellier lors des assises de la mer. Et les leaders français du secteur maritime, ils n'ont pas bu la tasse hier, ils ont plutôt bu du petit lait en écoutant le président de la République dire que le 21e siècle serait maritime. C'est vrai que pour l'heure, on ne miserait pas sur le ferroviaire, Oriane. Eh bien voilà, et c'est également à la une de Ouest France. Aujourd'hui, à la une de Ouest France, la France affirme son ambition maritime, Stéphane. Eh bien oui, pour 2 raisons. D'abord parce que le chef de l'État a fait des annonces importantes, et puis parce que ces assises de l'économie de la mer sont organisées par Le Marin et le groupe Ouest France depuis 15 ans. Donc c'est nous en fait, donc on en est assez fiers. Et dans les choses que le président a annoncées, il a annoncé par exemple 20 millions d'euros pour un programme prioritaire de recherche sur océan et climat. Il a annoncé la commande de 6 patrouilleurs pour les Outre-mer d'ici la fin de l'année. Il a annoncé 11 millions de subventions pour la SNSM, c'est-à-dire 3 fois plus qu'en 2017. Et donc, effectivement, l'auditoire a bu du petit lait. Il y avait comme un contraste, par exemple, entre Emmanuel Macron, le discours qu'il a fait à Montpellier hier, et celui qu'il a pu faire, par exemple, la semaine dernière face au maire, qui est moins bien passé. Là, je peux vous dire qu'à Montpellier, c'est très, très bien passé. Alors, on fait une semaine sur 2. Voilà, c'est ça. Il nous reste... Mais non, mais il y a les discours avec et ceux sans annonce. Il nous reste hier, 20 secondes rapidement, Stéphane, pour parler d'une autre information à la une de Ouest France, c'est retour à la normale dans les stations-service en Bretagne.
Oui, en fait, les dépôts sont débloqués. Je crois que hier, et je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais il y avait seul le dépôt de Lorient faisait encore l'objet d'un blocage. Et donc effectivement, alors là, pour le coup, Bruno Le Maire est allé négocier avec les pros du BTP en leur disant qu'ils ne reviendraient pas sur le gasoil non routier, mais ils ont quand même levé les barrages. Bon, on termine quand même avec une bonne nouvelle. Merci d'avoir été avec nous pour ce club. À 17h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi. Pas de question d'actualité au gouvernement, exceptionnellement aujourd'hui, Tam, pour cause de budget. Mais du coup, on a eu le plaisir de vous avoir avec nous, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On se retrouve demain. Notre invité politique, ce sera François Omril, président de la CFE-CGT. On vous attend demain. On vous souhaite une très bonne journée. Je dis CGT. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.